Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire le preview de la semaine 12. Et pas que, programme très très chargé puisque comme vous le savez, d'habitude on revient aussi sur le Thursday Night Football, mais là on était plutôt sur une Thanksgiving Day. Donc 3 matchs à revoir et pour ce faire, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on va commencer directement par le petit point promotionnel. Comme ça, on met ça derrière nous et on pourra directement accéder aux sportifs. Donc, le front office sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch. Voilà. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous le découvrez, mais pour tous les autres, vous savez où nous trouver. C'est exact. Voilà, hein, on fait dans l'efficace comme là le programme il est très très lourd en plus. On rentre un peu semaine 12, on va attaquer le dernier tiers de la saison régulière, hein, globalement. On arrive au bout du deuxième tiers, on va attaquer le dernier. Et je te propose qu'on revienne directement sur les matchs qui ont eu lieu hier, du coup. On va les prendre dans l'ordre chronologique, à commencer par la victoire des Packers, 29-22 sur le terrain des Lions. Les Packers passent donc à un bilan de 5-6, pendant que les Lions se prennent un petit coup d'arrêt et sont en 8-3. Qu'as-tu pensé de ce match ? C'est flatteur pour les Lions de perdre que de 7 points. Parce que c'était pas beau. Hein. C'était pas beau du tout. Ouais. Et vas-y, je te laisse commencer là-dessus, parce que c'est peut-être là, plus que la victoire des Packers, plus la défaite des Lions. Ouais. Numéro 1. Le match, il est très bizarre, parce que du coup, pour résumer un peu le scénario, très mauvais départ des Lions, combiné à un très bon start des Packers. Le score, voilà, comme tu le disais, il reflète pas du tout un match serré qui aurait avancé un peu à touche-touche. Non, là, c'est Jordan Love, il attaque d'entrée, pied au plancher, plan de jeu très très agressif demandé par le coaching staff, des passes profondes, des jeux un peu risqués. Et côté Lions, des ballons perdus d'entrée de jeu, incapable de mettre quoi que ce soit en place. Et je pense que le gros sujet sur ce match, Alex, et je vais te rendre la main, c'est les deux quarterbacks. Je vais te laisser parler un peu de Jordan Love. Bon, il était pépère. Il était là. On aurait dit que c'était un mec qui avait 15 ans d'expérience. Il a envoyé des très belles passes à des endroits où on s'attendait pas nécessairement à ce qu'elles passent. Notamment, je crois que c'est le touchdown de Jalen Reed. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, l'un des premiers touchdowns du match, où la passe, elle est laser, quoi. Et bon, bravo, et c'était bien. Et même sur tout le match, je l'ai trouvé nickel. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur lui, sur les derniers matchs, pas la semaine dernière, mais les matchs un peu d'avant, où ça faisait du score, mais bon, c'était pas les meilleurs moments étaient pas là nécessairement. Et là, je trouve qu'on était un peu mieux, même beaucoup mieux, face à une équipe des Lions qui est pas la meilleure défense de la ligue, mais qui est pas la pire non plus. Parce que la pire, on l'a vu sur le match d'après. Et voilà, donc ouais, un peu surprenant que Jordan Love, qui est pas, voilà, c'est pas Patrick Mahomes, c'est pas Jalen Hurts, c'est pas Lamar Jackson, c'est juste Jordan Love, et qu'il nous fasse un match comme ça. Sur ce genre de match, ça montre qu'il était un premier tour de draft, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, malgré cette perche, tu vois, j'ai réussi à lire des critiques, notamment la première passe profonde qui est complète pour Christian Watson, qui selon beaucoup est un poil sous-dosé et avec un vrai bras CTD. Moi, j'avoue que je trouve ça un peu dur en vrai. Alors oui, comme tu l'as dit, c'est pas Hurts ou Mahomes, mais par d'un mec qui est titulaire que depuis cette année. La passe, faut quand même qu'elle arrive. J'ai vu dans pas mal de matchs aussi des mecs qui avaient un bras canon mais qui la lancent 10 yards trop loin, et même avec un receveur express, le mec l'attrape pas. Donc bon, tempérons un peu de ce côté-là. On juge pas Patrick Mahomes, quoi. Oui, non mais oui, voilà, exactement. Là, on sait, comme tu l'as dit, c'est un talent de premier tour, il a enfin sa chance depuis cette année, mais globalement, il a pas 20 matchs de NFL dans les jambes. Donc voilà, faut y aller. J'ai pas dit que c'était un talent de premier tour. Hein. J'ai dit qu'on voyait pourquoi il avait été drafté au premier. Oui, différence. Hein, c'est vrai, la nuance est importante. Et tu vois, je me permets une petite digression tout de suite, alors que c'est peut-être un genre dont on parlera plus loin, mais
j'avoue que je suis un peu saoulé des jugements hâtifs sur les jeunes joueurs ou sur ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans la ligue. Genre là, tu vois, je commence à voir passer des mèmes en mode Smith Njigba qui dort tranquillement et Quentin Johnston qui prend toutes les flèches qui le protègent alors que c'est autant un buzz, mais lui un peu plus. Et doucement, Smith Njigba, en termes de talent, enfin hier, il fait une réception à une main, alors oui, ça fait pas gagner et tout, mais le gars, il est quand même dans une équipe où, bon, Geno Smith, c'est un peu moins bon que l'année dernière, il y a 2 top receveurs à côté de lui, machin. Alors, on en parlera après, Ouais, mais pour en revenir sur Jordan Love, genre, doucement avec les joueurs qui ont pas 6 saisons et 100 matchs dans la ligue, quoi. Et pourtant, du coup, c'est une belle transition pour mon quarterback, parce que lui, Jared Goff, il commence à avoir un peu d'expérience dans cette ligue, il a joué un Super Bowl, et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il commence à devenir problématique pour ces Lions. Ça fait 2-3 matchs où il enchaîne les pertes de balles. Alors, à la passe, il est toujours précis, hein, c'est une qualité qu'il a, elle est bien réelle. Il lit globalement assez bien le jeu, mais la sécurité du ballon depuis quelques matchs, sur des rencontres qu'il faut quand même aller gagner, on a pu penser dans le scénario que ça allait ressembler au match contre les Bears, qu'ils allaient pouvoir revenir. Ils avaient pas l'air inquiets, même menés de 2 TD, ils installaient le jeu au sol, ils se sont dit on va y aller étape par étape. C'est le meilleur truc qui gagne, ouais. C'est le meilleur truc qui avance, c'est leur jeu au sol. Donc... Bah ouais, mais du coup, quand tu mets ça en place, c'est pas pour que les quelques ballons que Jared Goff décide de garder finissent en fumble, quoi. Et là, ça fait 2-3 semaines où il est moins précautionneux face à 2 adversaires de division en plus. On s'approche tranquillement des playoffs. Tu vas en NFC, on aura l'occasion d'en reparler, mais affronter des défenses qui sont pas celles des Bears ou des Packers, où la moindre erreur va pouvoir coûter des points quasiment à chaque fois. Moi, j'avoue que je commence à sortir mon red flag parce que Jared Goff, on a bien vu chez les Rams quand il a joué son Super Bowl, il y a quoi? C'était il y a 5 ans, celui des Rams, 4 ans, 5 ans par là. On a bien vu que c'était lui le plafond, quoi. Il avait joué une grosse défense. Je me rappelle pas de la ligne de stats en détail, mais je crois qu'il avait mis un TD, 2 interceptions, il y avait du talent autour de lui. Il avait pas réussi à peser assez. Et là, je suis pressé de voir les Lions en playoff parce que je commence à me poser la question, est-ce que le plafond de cette équipe, c'est pas le plafond de Jared Goff, quoi. Ouais, bah c'est sûr, comme tu le dis, hein, sur les 2 derniers matchs, il perd la balle 6 fois. Ça fait beaucoup. Donc je suis un peu inquiet. Comptablement, pas trop grave. Voilà, ils sont à 8-3. Faudra réenclencher la marche en avant. Les Packers en 5-6 qui peuvent encore rêver des playoffs. Est-ce que c'est une bonne idée pour eux d'y aller? Je pense que pour des jeunes joueurs, why not, hein? Écoute. Ouais. J'y crois pas trop, mais ok. De toute façon, l'équipe qui va être 7ème va jouera très très probablement, encore que les Eagles à Philadelphie. Voilà, ce sera... Non, ils joueront pas les Eagles, ils joueront les 2e. Ils joueront les Niners. Ah oui, pardon, il y a bye week. Et du coup, ils joueront les 2e et c'est pas beaucoup mieux, quoi. Sauf s'ils rejouent les Lions. Effectivement. Allez, on va passer au 2e match qui a eu lieu hier. Donc, c'était le match de 22h30. Les Commanders se déplaçaient sur le terrain des Cowboys. Et autant le premier match, on n'avait pas trop bien pronostiqué, autant celui-ci, on avait prévu une raclée de la part des Cowboys. Ils ont gagné 45-10 face à de bien pauvres Commanders, donc ils sont en 4-8, Cowboys en 8-3. Alex, ce match, c'est du Cowboys à la maison, quoi. Ouais, bah c'est une démonstration des Cowboys, encore une fois. Ils sont super forts depuis quelques matchs. Ils ont fait un dernier carton monstrueux. Encore une fois, moi ce qui me marque surtout, c'est que quasi tous les drives des Commanders étaient des bons drives. Enfin, ça avançait, à part quelques-uns en début de deuxième quart, mais sinon ça avançait tout le temps, mais pas assez. Je veux dire, Samuel il lance pour 300 yards, mais pas de touchdown, une interception. Il court pour mettre un touchdown, mais enfin, c'est bizarre parce que quand tu regardes les lignes statistiques des joueurs des Niners, tu te dis, mais attends, comment est-ce qu'ils ont mis que 10 points? C'est un peu difficile à comprendre. Mais par contre, de l'autre côté, sur 4 drives consécutifs, des 2 équipes, tu mets 3 touchdowns dans un écart.
Ouais, c'est fort, c'est fort. Écoute, pour ton laïus sur les Commanders, moi j'ai bien une petite explication. C'est que j'ai l'impression que les Cowboys savaient qu'ils pouvaient pas juste faire provoquer des free and out à chaque fois sur les Commanders, mais que par contre ils sortaient leur meilleur play quand ça commençait à s'approcher de la zone qui permettait aux Commanders de marquer. Tu vois, j'avais l'impression que les enchaînements de jeux arrivés dans dans la moitié de terrain des Cowboys étaient tout de suite plus compliqués pour les Commanders. Je les ai vus forcer beaucoup de passes un peu plus difficiles, mettre beaucoup plus de pression. J'ai l'impression qu'ils ont défendu intelligemment, tu vois, qu'ils ont fait vraiment les efforts quand ça comptait. Et tu l'as dit, en plus de ça, on va parler de ce fameux cornerback, Darren Blind, qui en est à son 5e pick six de la saison, record all-time en NFL. Vraiment, je trouve que c'est le symbole de la défense qui fait les plays quand ça compte, quoi. Ah ouais, clairement, il est trop fort. Et puis en plus, surtout, encore une fois, hein, quand il intercepte, il met un touchdown, tout le temps, quasiment. Ouais. C'est... Voilà, je crois qu'il est à 7 interceptions, ou 6 ou 7 interceptions. Il est à 7 interceptions sur la saison, et il est à 5 pick six. C'est énorme. Tu penses que le record avant c'était 4 sur une saison entière. Là, au moins, c'est bien, c'est qu'il y aura pas le truc de oui, mais c'est une saison à 17 matchs. Ouais. Non. Il a fini avant. il l'a fini avant les 14 aussi, où c'était les anciens records, c'était sur 14. Là, il l'a fait en 11. Donc, ouais, il a de quoi faire pour aller exploser un peu plus le record, parce que oui, sinon, t'en avais pas mal qui étaient à 4. Mais voilà, t'avais beaucoup tu sais, en 70, etc. Ouais. Là, non, mais là, il a mis tout le monde d'accord, quoi. T'as joué 12 semaines, t'es déjà à ce total-là. Bon, voilà. Au bout d'un moment, on va pas venir contester des choses comme ça. Puis bon, il a été bien aidé par le duo Samuel-Brian Robinson, incapable de le plaquer à 2 après son interception. Moi, ça m'a quand même halluciné. On en a régulièrement parlé, mais va falloir qu'un jour les mecs qui se mettent au foot américain et en fait ils apprennent à plaquer, quoi. C'est une dimension importante du jeu. Dans le match Packers-Lions, quand A.J. Dillon il saute au-dessus d'un défenseur, c'est un mec qui se laisse tomber épaule en avant, qui met même pas les bras. Du coup Dillon il saute, il passe au-dessus. Moi ça m'hallucinera toujours autant. Côté Cowboys, au-delà d'une grosse défense, c'est un bilan de 5-0 à la maison. Donc voilà, sur ce 8-3, ils sont 3-3 à l'extérieur, ils sont injouables à la maison, 41 points de moyenne, et une opportunité peut-être de choper la semaine de repos en NFC, puisque ils vont devoir jouer les Eagles en semaine 14, qui les ont battus que de 5 points dans leur première confrontation à Philadelphie. Donc ils pourraient infliger à ce moment-là, s'ils gagnent, une deuxième défaite aux Eagles. Eagles qui ont un calendrier pas facile, qui je crois là sur les 3 prochaines semaines doivent affronter Bills, Cowboys et une autre grosse équipe, Niners je crois. Du coup, ce serait pas déconnant de penser qu'avec la dynamique des Cowboys, ce match en semaine 14 peut vraiment être capital pour cette première place. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir les Cowboys aller chercher cette première place en NFC, parce que on sent que à la maison ils sont à l'aise, quoi. La différence de productivité à domicile et à l'extérieur pas les oblige à aller chercher un avantage du terrain, mais plus longtemps ils l'auront, plus ils pourront rêver lors des playoffs. Tu vois, 3-3 à l'extérieur, c'est moins rassurant, même si la dynamique depuis leur bye week en semaine 7 a clairement été inversée. On reste dans les grosses équipes de la NFC, puisque les Niners étaient en déplacement la nuit dernière sur la pelouse des Seahawks. Ils se sont imposés 31-13, donc bilan de 8-3 pour les Niners, 6-5 pour les Seahawks. Et quelle déception ce match. Ouais, c'est pas passé grand chose, hein. C'est pas aidé quand t'as une équipe qui domine et que t'as une autre équipe qui arrive à rien faire en attaque de l'autre côté. C'est, même les seuls points qu'ils ont mis, c'est, du coup, c'est 2 field goals et un pick six. Ouais. C'est, franchement, ouais, c'est dommage, les Seahawks là, ça fait quelques semaines où on pensait qu'ils allaient faire quelque chose et en fait, ils s'écroulent, on sait pas trop pourquoi ils s'écroulent. Mais ils s'écroulent. Ouais. Chiant.
Bah, quand tu mets ça en parallèle, ils sont en 6-5 alors que il y a des bonnes choses dans cette équipe, hein. Et que tu vois les Packers qu'on trouvait à l'agonie qui sont en 5-6, tu te dis mais attends, mais est-ce qu'on s'est vraiment trompé sur ces Seahawks? Est-ce que les choses s'emboîtent mal? Est-ce qu'ils payent un calendrier un peu difficile? Enfin, j'avoue que je me pose des questions parce que là en attaque, bon, ça a clairement pas avancé. Il manquait Kenneth Walker au sol. Geno Smith était diminué. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça manque un peu de créativité dans le plan de jeu, que t'as beaucoup de choses qui sont très très forcées de la part de Geno Smith. Et pourtant, ils ont une O-line qui normalement tourne pas si mal. Ils ont une défense, moi, à Seattle, que je trouve vraiment intéressante. Mais ouais, contre une grosse équipe de la NFC, ils en prennent 31. Malgré la O-line, t'as des Niners qui leur infligent 6 sacks, 12 QB hits. Genre, t'es en mode... bah en fait, la protection autour de Geno Smith, là, elle était vraiment pas dingue. Donc, je sais pas trop quoi penser de ces Seahawks. J'espère vraiment que c'est qu'un petit coup de mou de milieu de saison et qu'ils vont réussir à trouver un second souffle, mais j'avoue que pour l'instant, je suis inquiet. Je sais pas ce que tu penses. Est-ce que tu les vois capables de s'effondrer au point où ils iraient pas en playoff, quoi? Non. Non, pas au point où ils iraient pas en playoff parce que ce qu'il y a derrière, c'est trop faible. À mon avis, hein. Ouais, mais t'as 4 matchs sur 6 dans le reste de ton calendrier qui sont très durs, hein. Oui, ok. Mais en attendant, les autres équipes, elles ont forcément des matchs durs parce qu'elles sont moins bonnes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, tu sais que j'ai très peur qu'il y ait un rush d'une équipe de je sais pas, de la NFC Sud, tu vois, genre qui serait deux à se tirer la bourre et qui du coup serait deux autour de l'équipe. Là, sur les 6 derniers matchs, moi, Seattle, je les vois en perdre 4. Du coup, si t'es en 8-9, c'est compliqué, hein. T'es pas assuré de choper ta place. Je Sachant que sais là, pas, les équipes, elles sont toutes nazes en NFC de manière. Y a rien de bien. Enfin, si tu prends depuis le bas, Panthers, Cards, Bears, Giants, Commanders, ça fera pas les playoffs. Les Commanders sont déjà à 8 défaites. ouais, Ensuite, t'as c'est... Bucks, Falcons. Bucks, Falcons, Faudrait je les vois. un gros rush, quoi. Ouais, bah j'y crois pas. Et du coup, il reste Rams, Packers, Seahawks. Si t'as envie de te faire dans les équipes un peu cata. Enfin, Les cata, Saints, qui sont peuvent en les tête de faire. pour Oui, l'instant, mais mais les Saints, je les compte pas. C'est la place de NFC Sud qui, pour l'instant, est en train de passer tout seul. oui, chez eux, Mais ouais. du coup, Packers, ok, ils ont gagné là cette semaine. C'est bien, ça s'est bien passé. Mais les Lions, ils galèrent un match sur deux. Comment dire, les Packers, il leur reste encore une fois les Vikings, une fois les Chiefs notamment. Je les vois pas gagner les deux. Et ensuite, t'as des matchs, ouais, où ils peuvent les gagner facilement. Mais enfin, je sais pas, j'y crois pas trop. Et j'ai pas trop envie d'y croire non plus. Donc, Ouais, c'est un peu ce déni de, au bout d'un moment, putain, quand même, ils sont meilleurs que pas mal des équipes qui sont derrière, ce serait dommage de pas y aller, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Attention, en NFC Sud, t'as les Bucks qui ont vraiment un bon calendrier, hein, qui sont en 4-6, mais ils doivent jouer Colts, Panthers, Falcons, Packers, Jaguars, Saints, Panthers. Franchement, en dehors des Jaguars qui sont censés être un peu supérieurs et qui sont pas totalement rassurants, le reste, t'as encore 4 matchs de division plus les Packers. Ils ont de l'expérience quand même. Moins Baker Mayfield, mais le reste du groupe a de l'expérience. Donc ouais, on va voir. Je pense aussi que les Seahawks réussiront à accrocher, mais attention quoi. Ça va être compliqué. Alex, on a terminé le retour sur ces 3 matchs de Thanksgiving. On rappelle, avant de passer à la preview, que nous avons déjà parlé dans l'épisode spécial Thanksgiving du match qui aura lieu ce soir entre les Dolphins et les Jets. Donc voilà, si vous n'en entendez pas parler ici, c'est parce qu'on l'a déjà traité dans l'épisode précédent. Ouais, et qu'on enregistre avant la fin de ce match-là. Donc, voilà, bah, exactement. Faire le rewind de cet épisode. Bah, on est très transparent, on est vendredi à midi, voilà. C'est ça. Allez, Alex, on va attaquer la preview de la semaine 12. Tu vois ce livre? Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Et malgré les 4 matchs qui auront lieu, du coup, en semaine,
on a un planning qui reste ultra intéressant puisqu'il n'y a aucune équipe en bye week. Donc il y a encore un bon gros volume de matchs. Il restait encore quelques belles affiches et en match de la semaine, on a décidé de partir sur le Ravens Chargers. Les Ravens en 8-3 sur le terrain des Chargers en 4-6. Il y avait sur le papier, Alex, des affiches qui étaient un peu plus belles, mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup qui ont plus d'enjeux que celle-ci. Oui, effectivement. Et puis de manière, on a déjà parlé des Ravens et des Chargers en focus équipe, donc on pouvait pas se permettre d'en parler. Donc voilà. Du coup, on était un peu bloqués. Et est-ce qu'on a parlé? Je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé des Chargers. On avait d'autres équipes, on aurait pu mettre, tu vois, le Chiefs Riders avec est-ce que les Riders peuvent vraiment faire un rush. On avait j'ai hésité à te proposer le Jaguars Texans parce que c'est quand même un peu le match pour la tête de la div et du coup pour valider quasiment une place en playoff. Et bien sûr, il y avait le Bills Eagles, mais bon, ces deux équipes dont on a beaucoup parlé récemment, donc voilà, histoire de tourner un peu. On est parti sur un match avec un gros enjeu sportif. Ah bah ouais, clairement, là c'est un match du coup d'AFC où les deux équipes pourraient se rencontrer en playoff si les Chargers faisaient un petit run et que les Ravens perdaient ce match-là notamment. Je pense qu'il y a une possibilité qui s'affronte. Pour moi, c'est un match qui est du coup important pour les deux équipes, surtout pour les Chargers. Hein. S'ils perdent, c'est presque mort pour aller en playoff. Et les Ravens peuvent éliminer, je trouve, une équipe qui serait chiante à jouer pour eux en playoff s'ils les affrontaient. Je trouve que c'est le genre d'équipe où les Chargers, tu sais jamais trop ce qui peut se passer, et comme c'est un peu c'est jamais trop en positif d'ailleurs, Ouais. c'est pas trop ce qui se passe, mais il y a un moment où ça va marcher, et donc je trouve que c'est une équipe assez dangereuse parce qu'offensivement ils sont bons, défensivement si ça clique ça marchera bien. Si t'as moyen de les achever là pendant qu'ils sont au sol, mais un bon coup de pioche, de pelle, peu importe, et enterrer jusqu'au bout. Ouais. Bah, totalement d'accord avec tout ce que t'as dit, hein. C'est un winner go home pour les Chargers. Très clairement, ils sont en 4-6. L'AFC, je sais pas si là, vous nous écoutez, vous réalisez un peu. Jusqu'à la 11e équipe, le bilan est à l'équilibre ou en positif. 11e, ce sont les Bengals en 5-5. Là, en 4-6, les Chargers sont 13e. En NFC, en 4-6, c'est les Bucks où on a dit, ouais, bah, avec le calendrier, ça peut faire les playoffs, quoi. Là, très clairement, s'ils perdent ce match, je vois pas un monde où derrière, ils vont en playoffs. Et tu l'as dit, c'est une bête blessée. Ils viennent de perdre Bosa, pour le reste de la saison. Donc leur défense, qui allait déjà pas bien, perd en plus d'autres atouts. L'attaque, c'est vraiment c'est un jeu à 3, hein. C'est Herbert, Eclair, Keenan Allen. Autour, ça a vraiment du mal à s'exprimer. Et va falloir arrêter les Ravens qui sont numéro 1 en AFC. Gros challenge. Les Ravens qui donc ont peu de chances de revoir Mark Andrews cette saison, à voir comment évolue sa blessure, mais qui gardent quand même des armes intéressantes, qui arrive à déployer un jeu au sol bien porté par un Gus Edwards vachement solide. Lamar fait du Lamar, et autour il y a même Mitchell et Justice Hill qui s'alternent vachement bien, je trouve, pour les portées ou les réceptions que n'a pas Gus Edwards. The Flowers a pris un petit coup de mou bien relayé par OBJ. Même Rashad Bateman a fait quelques trucs intéressants. On a vu un Nelson Agholor impliqué cette saison. Et une défense qui casse des bouches, hein, côté Ravens. J'ai l'impression que c'est un peu un thème dans la FC Nord, mais les défenses, elles plaisantent pas, quoi. Même les Bengals en 5-5 qui attaquent moins bien, leur défense, elle est là, donc le challenge, il est énorme. Je te propose, Alex, qu'on se garde quand même le prono pour le 2-minute warning, mais en tout cas, match avec des énormes enjeux. Clairement. On va parler dans les focus équipes, puisque ça y est, avec notre retour à la normale, c'est le retour des focus équipes. On va parler de deux équipes dont les enjeux sportifs sont aussi énormes pour eux, cette semaine et au-delà. On va commencer avec les Bills de Buffalo, qui sont sur un bilan de 6-5. Cette saison, leur but, c'était un peu de prouver que, comme pas mal d'équipes d'ailleurs, qui pouvaient se mêler à la bataille avec les Chiefs et les Bengals.
il y avait vraiment il y avait vraiment cette volonté, voilà, de montrer que t'étais pas décroché, que c'était pas Burrow et Mahomes tout en haut, et derrière ce petit paquet qui arrivait pas encore à prouver de Bills avec Josh Allen, de Chargers avec Justin Herbert, pas te faire doubler non plus par un Trevor Lawrence. Et au final, c'est la même chose depuis 3 ans, quoi. Il y a pas de signe de progrès, les mêmes difficultés, offensive coach viré. Je sais pas, ça va où pour toi les Bills là, court, moyen, même long terme? Je commence à me poser des questions sur le projet. Moi, je trouve ça marrant que ce soit le offensive coordinator qui se fasse virer. Ouais. Juste après le fait que ils perdent le match sur le fait, enfin parce que les special teams étaient à 12. Ouais. Un peu de, je dis pas que il est exempt de tout reproche ce offensive coordinator, mais le problème j'ai l'impression que c'est un problème institutionnel, quoi. On dirait, on regarde Arsenal dans les années au foot dans les années 2010, quoi. Tu regardes l'équipe, tu te dis pourquoi ça fonctionne pas, et quand tu regardes un peu plus en détail, tu te dis mais pourquoi ça fonctionne. Là j'ai l'impression que c'est un peu le cas, quoi. Quand tu regardes sur le papier, tu vois les gros noms, tu te dis c'est cool. Dans le même temps, tu te dis que tu annihiles Diggs, et d'un coup c'est compliqué d'avancer. Ouais. Parce qu'il y a pas de jeu il y a pas de jeu au sol, il y a pas de receveur 2. Enfin c'est un peu compliqué. Défensivement, ça faisait peur à un moment. Moi, je trouve que ça fait plus peur du tout. Ouais, beaucoup de blessures en défense. Ça, c'est le seul petit truc qui peut les excuser un poil, mais bon, au bout d'un moment... C'est la faute du offensive coordinator aussi, ça. Les blessures en défense. Non, mais j'imagine trop la réunion chez les Bills en mode Koh-Lanta, tu sais, genre McDermott et les coordinateurs qui vont tous voter pour savoir lequel va se faire sauter. S'ils ont tous une voix, McDermott il a une voix en tant que head coach et defensive coordinateur, lui il est sûr de rester, il a le vote noir. Non mais grave. Et je le vois trop avoir fait un petit clin d'œil au proprio en mode tu sais, de toute façon mes indemnités de licenciement elles sont un peu plus hautes que les siennes. T'inquiète, on va redresser le bateau. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà. Apparemment, c'était la faute du offensive coordinateur quand tu mets 16, 38, 37, 48, 20, 14, 25, 24, 18, 22, 32. Et avec du matos, comme tu l'as dit, genre derrière Diggs, receveur, c'est pas ouf. Genre, Gabe Davis, 1 match sur 5, c'est A.J. Brown. Les 4 autres matchs, c'est John Ross. Genre. Non, c'est Gabe Davis. Non mais c'est hallucinant, le mec comme ça, une semaine de temps en temps dans l'année, il arrive, il te fait 150 yards et 2 TD, et puis les autres il te fait une réception, 12 yards dans 6 targets. Genre tu dis bah oui, on va défendre Diggs et puis on va les laisser courir bizarrement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça me paraît, voilà. Mais sinon je suis d'accord avec le reste que t'as dit, hein. T'es censé être suffisamment haut mais tu l'es jamais. Et t'avances pas, et je pense que ça vient d'un peu plus haut. Je sais pas si les sont les meilleurs, et je sais pas les choix GM, les choix coach. Je sais pas où ça pêche, mais ça pêche quelque part. Et là, va y avoir un nouveau test. Alors, est-ce que c'est un test? J'en sais rien, parce qu'ils réussissent des tests, ensuite ils les perdent. Ça a battu les Dolphins magnifiquement, et ensuite ça a perdu face aux Bengals moins sympathiquement. Tu abordes donc la rencontre de cette semaine. Ouais. Les Bills qui vont, pour ceux qui nous écoutent, sur le terrain des Eagles en 9-1. Voilà, ils vont chez le leader de toute la NFL avec un bilan de 6-5. Donc voilà, ils restent dans le positif, comme on l'a dit. Même à l'équilibre, t'es encore en course. Mais j'ai l'impression que pour eux, ce match, c'est au-delà du résultat, va falloir montrer que t'as un groupe assez solide pour ne pas juste faire un éventuel tour en playoff si tu y vas. Tu vas pas venir et dire ouais bah cool, vous voyez, on a réussi à accrocher les playoffs, on s'est fait gifler au premier tour, genre. Là, tu vois, j'ai envie de voir des Bills, même si ça venait à perdre un match, un peu comme la défaite que les Cowboys avaient subie face aux Eagles. Je veux les voir dans le match tout le long, avec des vraies chances de l'emporter et des belles choses mises en place, quoi. J'y crois pas trop, mais pour moi c'est un peu ce qu'ils doivent viser pour cette semaine. Au bout d'un moment, si tu perds ce match-là,
ça va commencer à se compliquer, quoi. Oui. Parce que je crois que le calendrier des Bills, il est assez infernal. Je l'ai sous les yeux, hein. C'est Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, contre lesquels ils ont déjà perdu, et Dolphins. Voilà les 6 affiches qu'il leur reste. Donc, globalement, il y a un monde où ils les perdent toutes. Hein. Ouais. C'est marrant, je vois pas de monde où ils les gagnent toutes. Non. Là, déjà, l'enchaînement de déplacements Eagles, Chiefs, pas simple. Ensuite, t'as les Cowboys. Recevoir les Cowboys, pas simple. Les Chargers, on verra où est-ce qu'ils en sont, parce que s'ils sont éliminés de la course et qu'il y a quelques bobos, c'est pas impossible qu'à 3 semaines de la fin de la saison, Herbert, Keenan Allen et Austin Eckler, ils soient mis dans le formol, pas impossible. Les Pats, j'ai envie de te dire, même s'ils tankent, ils sont capables juste d'aller faire chier un rival de division. Bah, ils l'ont déjà fait, hein. Ouais. Ils ont déjà battu, il y a un mois. Et après, tu rejoues les Dolphins où, attention, on voit le passif des Dolphins contre les grosses équipes, peut-être qu'avant les playoffs, ils vont vouloir se donner confiance. Très clairement, là, selon toi, le bilan sur ces 6 derniers matchs pour les Bills, tu pars sur quoi? 2-4. Ok. 2-4. 2-4 qui les mettrait donc en 8-9. Ton prono, c'est donc pas de playoff pour les Bills? Non. Question, même s'ils font 3-3 et qu'ils sont en 9-8, est-ce qu'ils vont en playoff? Ouais. Moi, j'ai un peu peur que... J'ai plus de chance pour moi de voir les Broncos en playoff que de voir les Bills. Ok. Est-ce que je comprends? Tu sais qu'entre Broncos et Riders, je crois qu'ils doivent encore s'affronter, je crois qu'ils se sont pas encore joués. Ou en tout cas, il y a encore beaucoup de matchs dans cette division, c'est pas impossible qu'une de ces deux équipes arrache un fauteuil à des équipes qui sont papier. C'est le match de la Week 18. Ah ouais. Écoute, voilà. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous ou pas, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un peu comme les Chargers. C'est un match où va falloir faire l'exploit, sinon ça va se compliquer. Ouais. Deuxième focus équipe, Alex. Encore une équipe en situation positive mais floue. Les Vikings qui sont donc en 6-5, qui, on le rappelle, saison très très étrange au-delà du bilan. Ils sortent d'une saison passée où ils avaient fait un bilan de 13-4 en régulière. 13-4, et je rappelle ma stat que je traîne depuis 1 an et demi, mais malgré un bilan très positif, un différentiel négatif en termes de points. Donc bilan flatteur, et ils étaient sortis dès le premier tour des playoffs. Ils avaient perdu contre les Giants. Ça avait été une grosse déception. Et du coup, on s'était dit cette année, ok, on accepte que la saison régulière soit moins bonne. Par contre, on veut un fond de jeu plus cohérent et voir ce que ça donne en playoff. Et la réalité, c'est étonnamment, on tend vers ça malgré les blessures. On rappelle Kirk Cousins, leur QB titulaire depuis plusieurs années, out pour toute la saison depuis maintenant 2 semaines, 3 semaines. Ouais, je crois. Justin Jefferson, lourde blessure musculaire. Lui, pareil, sur les 11 matchs déjà joués, il en a globalement raté la moitié. Vraisemblablement, il devrait pas jouer cette semaine. Il y a la bye week en week 13. Je le vois bien revenir, du coup, pour le rush de fin de saison à 100% plutôt que de forcer cette semaine. Mais je sais pas ce que t'en penses, Alex. Je trouve que cette équipe, elle a été transformée. Elle a un moins bon bilan que l'année dernière, mais elle est vachement mieux à avoir joué. Ah, c'est beaucoup plus sympa, ouais. C'est plus cohérent. L'arrivée d'Addison a fait du bien par rapport à Thielen qui rendait l'attaque soporifique. Ouais. Enfin, à mon avis, c'est pas le genre de joueur que... Je suis assez d'accord, et pourtant Thielen fait une bonne saison chez les Panthers. Je trouve que c'est plus un rôle de tight end que remplit bien Hawkinson. Je trouve que l'attaque elle est plus équilibrée. Alors ça court un peu moins bien, mais ça court quand même. Et au final, là, toutes les courses importantes elles sont faites par Joshua Dobbs sur cette fin de saison. Ouais. Enfin, sur ce milieu de saison. Et non, ça avance bien. Ce 6-5 est beaucoup plus rassurant que le 13-4 de l'année dernière, je trouve. Ouais, je suis 100% d'accord. Parce qu'il y a t'as de l'adversité en quelque sorte, et tu combats cette adversité plus que ce que tu faisais l'année dernière. Tu perdais les matchs compliqués et limite on avait l'impression qu'ils les lâchaient tous. Ouais. Et du coup, quand ils sont arrivés sur un match serré en playoff contre les Giants, ils savaient plus quoi faire. Et ils l'ont perdu. Donc quoi, hein, tout a bien tourné, hein, parce que Vikings qui perdent contre les Giants aujourd'hui en playoff, on en est loin. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est cool.
Hâte de voir avec Jefferson quand ça revient, ce que cette attaque avec Dobbs, Jefferson, Hawkinson, Addison pourra donner. Et ouais, avec un Ty Chandler dont j'aime bien le relais par rapport à Mattison qui est un peu inefficace. C'est pas un top running back, mais je trouve qu'il apporte un truc différent. Je pense que vraiment un partage des tâches au sol, limite d'aller vers un plan, c'est pas le même niveau de talent, hein, mais d'aller vers un plan un peu Ravens, d'avoir un QB qui est le premier coureur, qui est le vrai bon coureur de cette équipe, et d'avoir 2-3 options au sol qui s'alternent en fonction des jeux. Moi, ça me plaît pas mal. Ty Chandler, pour un ancien pivot de NBA, je le trouve bon. Hein. Ouh, la ref pour les anciens. Ouais. Et écoute, les Vikings, on arrive en fin de saison, hein, beaucoup de considérations de calendrier, on en parle beaucoup dans cet épisode. Donc 6 matchs à jouer pour eux. Donc ils vont jouer les Bears cette semaine, on focusera un peu plus après dessus. Après c'est déplacement chez les Riders, déplacement chez les Bengals, réception des Lions, réception des Packers, déplacement chez les Lions. Sur ces 6 derniers matchs, Alex, la même question que pour les autres, tu les vois en gagner combien? Je regarde. Attends, une seconde. C'est pas facile, hein, parce que ça va être beaucoup de matchs où sur le papier, il n'y a pas de gros favoris. Tu vois, ok, tu les vois prendre 4 matchs. Qu'est-ce que tu les vois pas gagner, toi? Je ne les vois pas gagner un des deux entre Riders et Bengals. Je les vois bien en perdre un à l'extérieur ici. Okay. Je pense qu'ils en perdent au moins un contre les Lions. Okay. Mais en fait, je pense qu'il y en a un autre de perdu dans le lot. Je les vois plutôt à 3 victoires. Ça reste pas choquant non plus. Mais je pensais que t'allais me dire qu'ils allaient en gagner qu'un. Non, en fait, tu vois, pour moi, c'est vachement une histoire de dynamique. Et encore une fois, on va parler du match de cette semaine. Je trouve qu'il est particulièrement important. Ils reçoivent les Bears qui sont en 3-8, des Bears qui n'ont pas d'ambition sportive, si ce n'est que d'embêter un rival de division, et ça suffira largement à les motiver. Des Bears qui ont retrouvé Justin Fields et un élan offensif qui peut quand même être gênant. Et tu vois, j'ai l'impression que les Vikings vont vachement être dans un setup de dynamique. Je m'explique. Je pense que là, ils viennent de perdre très très serré contre les Broncos. S'ils venaient à perdre contre les Bears cette semaine, je pense que les déplacements Riders-Bengals seraient vachement... seraient encore plus importants. Tu vas devoir réintégrer Justin Jefferson. Je pense qu'en fait, il faut absolument gagner cette semaine pour te donner ce matelas de 2 victoires dans le positif. Parce que si tu venais à perdre, moi, je vois aussi un scénario où genre ils gagnent quasiment pas jusqu'à la fin de la saison. C'est pas impossible quand tu vois les équipes. Ils pourraient perdre contre les Bears, se mettre dans une situation où tu reviens, où t'as envie de réintégrer Justin Jefferson, et où tu vas jouer des Riders qui, étonnamment, se retrouvent encore en course pour les playoffs, sont pas si simples à jouer depuis le changement de coach. Derrière, tu joues des Bengals qui ont perdu Joe Burrow, mais qui ont quand même vachement de talent dans cette équipe. Et derrière, les Lions joueront peut-être une qualif ou une bonne place. Les Packers joueront peut-être aussi une qualif. Et en fait, tes favoris, c'est des matchs où très vite, il y a pas de favoris et où t'as pas de victoire assurée, quoi. Si on peut se calmer juste sur les Riders, par contre, ils ont leurs 5 derniers matchs, ils perdent contre les Bears, les Lions, les Dolphins, ok, mais ils battent que les Giants et les Jets. Alors certes, mais ça correspond quand même à un changement de dynamique. Tu perds contre les Dolphins, tu perds pas beaucoup contre une attaque de feu quand même, tu vois. T'en prends que 20 contre une grosse attaque. T'as un rookie qui prend tranquillement ses marques. Là, tu vas jouer les Chiefs. Si tu perds, tu vois, ça va pas être infamant. Et historiquement, ils ont toujours bien gêné les Chiefs. Et même s'ils perdent contre les Chiefs, ils sont encore en 5-7. Et derrière, ils se disent... on reçoit les Vikings, on peut le gagner et revenir à 6-7. On reçoit les Chargers, rien ne nous empêche de revenir à 7-7. Et du coup, après, t'as ta saison en main où t'as Chiefs, Colts, Broncos, où voilà, tu te dis, il en faut 2 parmi les 3 pour peut-être jouer les playoffs. J'y crois pas trop,
Voilà, ok, ça me rassure. Non, mais tu vois, j'y crois pas trop, mais en attendant, t'as quand même un quarterback qui a une place à gagner en NFL, qui va jouer les matchs. T'as un Davante Adams qui a envie d'être compétitif. T'as un coach qui pourrait vouloir devenir coach à long terme. Genre, ces Riders, attention, quoi. Historiquement, c'est toujours sur les dernières saisons, c'est toujours quand on les attendait pas qu'ils ont fait leur meilleur coup. Et tu vois, au-delà des Riders, jouer 2 fois les Lions, ça va pas être simple pour les Vikings. Et jouer ces Packers-là, qui ont, j'ai envie de dire, un peu tourné la page d'un Aaron Jones blessé, ça tourne limite mieux sans lui. Je me dis que le calendrier est piégeur parce qu'il est abordable, tu vois. Je pense que limite les Vikings, j'aurais plus cru en eux s'ils arrivaient tout le temps en outsider et avec des équipes un peu explosives, tu vois. Là, attention à la réintégration de Justin Jefferson aussi, où tu vas vouloir beaucoup le cibler. Ok. Les fans des Vikings, n'hésitez pas à me dire comment vous sentez cette fin de saison. Moi, j'avoue que je suis pas tranché. Je crois autant au scénario d'Alex où ça gagne 4 matchs, où c'est rassurant, que au scénario où ça en gagne un ou pas du tout, et au final, la bye week casse une dynamique, et où ça, c'est cool. En tout cas, Alex, on a parlé d'énormément de matchs. Il va être temps de passer à la section pronostic. C'est l'heure du 2-minute warning. Et pour ce 2-minute warning, je te laisse prendre la liste des matchs restants. Comme d'habitude, tu nous déroules ça et puis on donne un petit prono. Allez, Saints Falcons. Les Falcons. Saints. Steelers Bengals. Les Steelers. Les Bengals. Panthers Titans. Ouais, les Panthers. J'ai Titans. Buccaneers Colts. Les Buccaneers. Buccaneers. Patriots Giants. Ouf. Les Patriots. Les Giants, soyons fous. Warning le plus horrible de l'histoire. Jaguars Texans. Les Jaguars. Enfin, les Texans. Browns Broncos. Je vais dire les Browns, tu vas dire les Broncos. Moi, je pars sur les Browns. Mais moi, je pars sur les Broncos. Ouais, je sais. Rams Cardinals. Les Cardinals. Les Rams. Chiefs Riders. Ouais, les Chiefs quand même. Les Chiefs aussi. Bills Eagles. Les Eagles. Les Eagles. Ravens Chargers. Les Ravens. Les Ravens. Et Bears Vikings. Je vais dire les Bears. Je vais dire les Vikings, c'est évident. Ça va, hein. Franchement, celui-là est catastrophique. Non, mais c'est archi compliqué parce que t'as des équipes qui sortent de bye, notamment les Falcons qui rechangent de QB. Je sais pas à quoi m'attendre. Les Bengals, on connaît pas le niveau du remplaçant de Joe Burrow. Hyper compliqué. Les Panthers. Je t'avoue que j'avais oublié ce détail. Les Panthers qui, honnêtement, ils ont pas leur pic, donc autant jouer les matchs, alors que ouais, mais ils sont juste nuls. Ouais, mais nous aussi, on est nuls, quoi. Franchement, on est capable de se prendre 150 yards d'Adam Thielen, hein. Et derrière, putain, il y a des matchs, franchement, les Giants, ça va mieux, mais je vois tellement pas les Pats s'arrêter de jouer et tout, enfin, trop compliqué. Même le Texans Jaguars, genre, ouais, t'es Jacksonville, là, au bout d'un moment, t'es obligé de faire parler l'expérience, quoi. Non, ça va être ultra compliqué. Franchement, là, donnez vos pronos. Je pense que depuis le début de la saison, c'est vraiment le 2-minute warning avec le plus de différence de pronos. Limite, ouais. À l'inverse, si vous avez des sous de côté et que ça ne vous met pas en danger, les pronos qu'on a fait en commun, allez-y, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas,
très gros programme, on rappelle, aucune équipe en bye week pour cette semaine 12. Donc ça nous fera potentiellement pas mal de choses à mettre dans le rewind, non? Rewind, qui sera notre prochain épisode, voilà, ce preview de la semaine 12 vient clôturer une semaine à 3 épisodes. Ce qui est déjà, dernière. Ce qui est déjà pas mal. Oui, normalement, sauf si événement de malade avant les playoffs, Patrick Mahomes qui se fait les croisés en semaine 18. Non, j'espère pas, mais tu vois, si ça arrive, moi je veux jinxer personne, hein. De toute façon, mon équipe n'est plus en course pour cette saison, donc. Mais voilà, je préfère garder une porte ouverte. En tout cas, profitez bien de cette semaine de NFL, hein. On a eu des beaux matchs. À 21h. Match à 21h ce soir, voilà. Normalement, l'épisode sera en ligne normalement assez rapidement pour que au moins vous l'ayez en podcast. On verra le traitement YouTube, mais on aura peut-être fait la promo avant même qu'il soit dispo sur YouTube. On verra ça en off. En attendant, on va vous souhaiter bon week-end de NFL, profitez bien des matchs. On se retrouve mardi prochain pour le Rewind et vive le football.